Quand j'avais 18 ans, ma famille n'a même pas daigné venir me chercher à l'aéroport après mon premier semestre d'université. J'ai appelé 12 fois, pas de réponse. 1 heure plus tard, ma mère a enfin envoyé un SMS, « Tu veux de l'attention ?» Essaie de ne pas être une déception, j'ai fondu en larmes. L'histoire d'Elena, de « Déception » à l'indépendance à 18 ans, je me tenais sur le trottoir de l'aéroport JFK, ma valise à la main, avec une batterie de téléphone agonisante, affichant à peine 10%. C'est là que j'ai réalisé une vérité brutale, ma propre famille n'avait même qu'à se donner la peine de venir me chercher, après mon tout premier semestre à l'université. Je m'appelle Elena. Cette nuit-là, je les ai appelés 12 fois de suite, regardant chaque appel sonner dans le vide, puis basculer sur messagerie, comme si j'étais un numéro de spam, va Kong Fi Kong SCH. Personne n'a décroché. Ni ma mère, ni mon frère, le fils prodigue, ni ma sœur, bien trop occupés. Rien que le silence, et ce petit écran affichant « Échec de l'appel », qui semblait se moquer de moi. Quand mon téléphone a enfin vibré, ce n'était pas un appel. C'était un SMS de ma mère, qui disait mot pour mot, « Si tu veux de l'attention, essaie de ne pas être une telle déception la prochaine fois. » Je me souviens avoir fixé ce message, tandis que les voitures défilaient autour de moi, je regardais les autres étudiants se jeter dans les bras de leurs parents, monter à l'arrière de voitures chaleureuses, alors que moi, j'étais simplement abandonné là. J'ai commandé un Uber VNHNGPHNTRM.Quickung, et à cet instant précis, je me suis fait une promesse. Si j'étais une telle déception, alors un jour, ils seraient vraiment déçus de voir à quel point je m'éloignerais d'eux. Je ne le savais pas encore, mais cet oubli à l'aéroport était la première scène d'une histoire qui allait coûter à ma famille leur image parfaite, leur confort, et la fille qu'ils pensaient pouvoir ignorer éternellement. Restez avec moi jusqu'au bout, va-toi S-Shokak BN Tishin Ksak M-toi, TCHGI toi la MT ni THT-VNG, je suis un 110 bom in toi BNG 37 1 NHN tui VNG, Van Xin toi KV. Quand mon Uber s'est enfin arrêté dans notre petite impasse tranquille du New Jersey, il faisait déjà nuit noire, mais notre maison était illuminée comme un sapin de Noël. La musique résonnait à l'intérieur, des voitures étaient garées tout le long du trottoir, et l'allée était pleine. Pendant une seconde, une part de moi, stupide et pleine d'espoir, a cru qu'ils avaient peut-être organisé une fête surprise pour mon retour. Puis, j'ai entendu quelqu'un hurler le nom de mon frère par-dessus la musique, et ce minuscule espoir est mort sur le coup. J'ai traîné ma valise sur les marches du perron et je suis entré. Le salon était bondé, des ballons partout, et une banderole sur le mur affichait « Félicitations, Ethan », en lettres dorées et brillantes. Ma mère, Marilyn, riait dans la cuisine avec un groupe de voisins, tenant un verre de vin à la main, comme si c'était le plus beau soir de sa vie. Mon père, Sergio, tapait dans le dos de mon frère, pendant qu'Ethan trônait au centre de la pièce, racontant l'histoire de sa grande promotion en marketing pour ce qui semblait être la 10e fois. Je suis resté là, sur le seuil, pendant une minute entière avant que quelqu'un ne remarque ma présence. Quand ce fut enfin le cas, ce fut ma sœur Sophia, elle a jeté un coup d'œil depuis le canapé, a froncé le nez comme si j'avais rapporté de la saleté de l'extérieur, et a simplement dit « Oh, t'es là ?» avant de se replonger dans son téléphone. Ma mère s'est précipitée vers moi, non pas pour m'embrasser, mais pour siffler entre ses dents, « Elena, tu bloques le couloir. Bouge ta valise. C'est un moment important pour ton frère. » Pas de « bonjour ». Pas de « comment s'est passé ton semestre ». Pas de « as-tu mangé ». Juste « tu gênes ». J'ai garé ma valise près de l'escalier, et j'ai regardé mon père lever son verre, disant qu'il était fier d'Ethan, parce qu'il avait réussi à faire quelque chose de sa vie, qu'il était l'avenir de cette famille, celui sur qui on pouvait vraiment compter. Je venais de terminer mon premier semestre avec une bourse d'excellence en design à Boston, mais apparemment, cela ne comptait pas comme faire quelque chose de sa vie. Je suis monté, j'ai enfilé un vieux sweat à capuche, et j'ai ouvert mon ordinateur, pensant me distraire avec un peu de travail. Quand je me suis connecté à mon application bancaire, par habitude, mon cœur a lâché. Le compte d'épargne que je bâtissais depuis le lycée, grâce à mes petits boulots et au remboursement de ma bourse, était plus bas que dans mes souvenirs. Beaucoup plus bas. En faisant défiler les transactions, je l'ai vu, un virement effectué quelques semaines plus tôt, portant le nom de ma mère. Plus tard cette nuit-là, quand la maison s'est enfin calmée et que les invités sont partis, je l'ai interrogée dans la cuisine, alors qu'elle empilait les assiettes vides. Elle n'avait même pas l'air coupable. On en avait besoin pour le voyage d'Ethan, Elena. Ces choses-là ne sont pas gratuites.
Il investit dans son avenir. Tu t'en sortiras. Tu es créative, tu trouveras une solution. Elle a dit ça comme si c'était censé être un compliment. Mon père a renchéri, de ce ton calme et condescendant qui me donne la chair de poule, le travail de ton frère est plus stable que ton truc d'art. C'est une décision familiale. N'en fais pas une affaire personnelle. C'était mon argent, mes heures de travail, mes soirées sacrifiées. Mais apparemment, mon avenir était négociable, tant que celui d'Ethan brillait sur LinkedIn. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant, entouré de vieux carnets de croquis, j'ai ressenti un mélange de rage et d'engourdissement que je ne pouvais pas nommer. Alors, j'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert un forum dont j'avais entendu parler sur TikTok, un subreddit où des enfants de parents toxiques racontaient leur histoire. Et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas utilisé leur nom, ni le mien. J'ai juste écrit sur l'aéroport, les 12 appels sans réponse, le SMS de déception, la fête, l'épargne volée. J'ai cliqué sur « Publier », m'attendant à ce qu'un ou deux inconnus me disent de passer à autre chose. Au lieu de cela, mes notifications ont commencé à s'allumer. Des gens répondaient « Pareil pour moi, ça m'est arrivé aussi, tu n'es pas folle, tu mérites mieux ». Pour la première fois, des gens qui ne me connaissaient même pas étaient plus en colère pour ce qui m'était arrivé que mes propres parents. J'ai parcouru chaque commentaire, j'en ai pris quelques captures d'écran, puis j'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone. J'ai créé une nouvelle note intitulée « L'épreuve, va-toi bt ulikemi lngianhix vitoi nhmt nanvt nn trom cochuin ch ». L'audition manquait, les dîners d'anniversaire annulés, la façon dont mes designs devenaient magiquement les idées de mon frère dans ses présentations. Au début, cela me semblait mesquin, mais tout écrire a provoqué un déclic. Ce n'était pas juste une mauvaise nuit à l'aéroport. C'était un schéma, un système. Et les systèmes, on peut les briser. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais faire, mais alors que j'étais assise là, sous la lueur résiduelle des ballons d'éthane, tapant sur mon écran dans le noir, j'ai réalisé que ces petites notes numériques n'étaient pas qu'un simple défouloir. Elles étaient la première étape d'un plan que je ne m'étais pas encore avoué, le plan d'évasion d'une famille qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. À l'époque de ma remise de diplôme, cette nuit à JFK ressemblait à un mauvais souvenir que j'avais plié et rangé dans un tiroir. Mais il n'avait pas disparu, il s'était simplement durci pour devenir quelque chose de plus tranchant. Je rentrais toujours pour les vacances, je regardais toujours ma mère s'extasier devant les succès d'Ethan, et j'écoutais Sophia se plaindre de son stress au lycée, alors que moi, j'enchaînais les services à 2 heures du matin à mon boulot sur le campus pour couvrir ce que ma famille ne payait pas. Mais j'ai arrêté de leur demander d'être là pour moi. Du moins, c'est ce que je me disais. Quand la saison des diplômes est arrivée à Boston, les emails ont commencé à affluer, commandes de toges, billets pour les invités, instructions pour les familles. Mes amis paniquaient, comptant le nombre de parents qui venaient en avion, se demandant lesquels pleureraient le plus fort. J'ai transféré les détails sur la discussion de groupe de la famille, m'attendant à moitié à être ignoré. À la place, ma mère a réagi avec un emoji, pouce levé, et un jour plus tard, un message « On verra si on peut venir ». L'emploi du temps de ton frère est délirant en ce moment. L'emploi du temps de son frère. Pas le sien, pas celui de mon père. Le sien. J'ai essayé de laisser couler. J'ai pris des missions de design supplémentaires, des logos pas chers, des créations de flyers trouvés en ligne, et je me suis dit que je me fichais de savoir qui serait dans le public, tant que je traversais cette scène. Mais plus la date approchait, plus le silence se faisait assourdissant. La veille de la remise des diplômes, j'ai fini par appeler ma mère, une seule fois, juste pour clarifier que je voulais qu'il soit là. Alors, à quelle heure partez-vous demain matin, ai-je demandé, faisant les 100 pas dans ma minuscule chambre d'étudiante, fixant la toge suspendue à la porte de mon armoire. Elle a soupiré, comme si je lui avais demandé un rein. Elena, ton frère a besoin de la voiture demain. Il a une réunion très importante avec un client. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. J'ai attendu qu'elle ajoute, mais on va louer une voiture, ou, on prendra le train, ou n'importe quoi qui ressemble à un effort. Ce n'est jamais venu. Tu t'en sortiras, a-t-elle dit à la place. Il diffuse probablement ça en ligne, non? On regardera plus tard. Nous n'avons pas parlé de mes 4 années de travail acharné, ni de ma bourse, ni de la façon dont j'avais travaillé en freelance en secret pour garder la tête hors de l'eau. Nous avons parlé de la réunion d'Ethan pendant 10 minutes supplémentaires. Puis elle a raccroché parce que le dîner était prêt.
Le lendemain, je me tenais dans un océan de toges et de mortiers sur la pelouse, écoutant les noms défiler, regardant mes amis faire signe à leur famille dans les tribunes. Des pères avec des pancartes, des mères avec des fleurs, des frères et sœurs hurlant leurs prénoms comme à un concert. J'ai balayé la foule, par habitude, même si je savais à quoi m'en tenir. Aucun visage familier, aucune bannière, personne. Quand on a appelé mon nom, j'ai marché, j'ai souri à la caméra, j'ai serré des mains de gens qui me connaissaient à peine, et j'ai vu mon reflet sur l'écran géant. Pendant une fraction de seconde, cela m'a frappé, mon visage était plus grand sur cet écran qu'il ne l'avait jamais été dans ma propre maison. Après la cérémonie, tout le monde s'est éparpillé en groupe, prenant des photos, pleurant, planifiant des dîners de célébration. Je me suis mise à l'écart sous un arbre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre discussion de groupe. Pas de « on est si fiers de toi ». Pas de « comment ça s'est passé ?» Juste un texte de ma mère envoyé 3 heures plus tôt, n'oublie pas de renvoyer le mot de passe Netflix à ton frère. Ça ne marche plus. J'ai ouvert mon application bancaire à nouveau, les mains tremblantes cette fois. Les frais mensuels me fixaient du regard, le forfait mobile familial à mon nom, les services de streaming, des abonnements aléatoires que nous utilisions techniquement tous, mais qui puisaient de l'argent sur mon compte chaque mois. J'ai réalisé que, alors qu'ils étaient trop occupés pour venir à ma remise de diplôme, mon compte bancaire, lui, était présent pour eux depuis tout ce temps. Je ne leur manquais pas. Mes identifiants leur manquaient. Là, sur cette pelouse, encore en toge, j'ai fait une promesse bien différente du discours générique sur le changement du monde que nous venions d'entendre. J'ai promis que j'en avais fini de financer une famille qui ne pouvait même pas prendre la peine d'applaudir pour moi. Cette nuit-là, au lieu de sortir, je me suis assise sur mon lit avec mon ordinateur, annulant tout, un par un. J'ai appelé la compagnie de téléphone et je me suis retiré du forfait familial, j'ai créé mon propre compte, j'ai changé les mots de passe, et j'ai désactivé le paiement automatique pour tout ce qui était lié à ma carte. Entre deux musiques d'attente du service client, j'ai parcouru des sites de freelance et des offres d'emploi, envoyant des candidatures comme si ma vie en dépendait. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Quelques jours plus tard, j'ai filmé un TikTok rapide et brut dans mon dortoir. Pas de maquillage, juste des yeux gonflés et une toge suspendue de travers en arrière-plan. POV, ta famille a séché ta remise de diplôme, mais s'attend toujours à ce que tu paies l'abonnement Netflix, ai-je dit, à moitié en plaisantant, à moitié tremblante. J'ai ajouté une légende sur le fait d'avoir été abandonné à JFK à 18 ans, Vaki NHMTHMNGNG Chiter Show NHNGNGI Kong Bao GX Utin 6000. J'ai failli ne pas le publier. Puis, j'ai cliqué sur « Envoyer » et je suis allé me coucher. À mon réveil, mon téléphone explosait de notifications. Des commentaires d'inconnus disant « Ça résonne beaucoup trop fort en moi, j'ai annulé le forfait familial le mois dernier aussi, ma fille, tu n'es pas le problème. » Ce n'était pas encore des millions de vues, mais c'était assez pour me faire réaliser quelque chose d'immense, là-bas, dans les commentaires et les messages privés de gens que je n'avais jamais rencontrés, j'étais vu d'une manière que ma propre famille n'avait jamais égalée. J'ai ouvert ma note, l'épreuve, j'ai ajouté une nouvelle ligne pour la remise de diplôme manqué, puis j'ai créé une nouvelle note juste en dessous, plan pour sortir. Il n'y avait que 3 points au début, gagner de l'argent, fixer des limites, partir pour de bon. Mais je savais que c'était plus qu'une liste. C'était le début d'une vie où ma valeur ne dépendait plus du choix de ma famille d'être présente ou non. La vidéo qui a tout déclenché n'est même pas celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. C'était un coup de gueule de 30 secondes filmé dans ma minuscule cuisine de Boston à minuit, portant encore mon sweat de surveillante de campus, les cheveux en chignon décoiffés. J'ai calé mon téléphone contre une boîte de céréales, et j'ai dit, vous vous souvenez quand ma famille m'a laissé à JFK après mon premier semestre parce que mon frère avait une fête? Ouais, eh bien, ils ont aussi séché ma remise de diplôme, mais ils s'attendent toujours à ce que je paie leur compte Netflix. J'ai ri, mais mes yeux ne riaient pas. J'ai ajouté une légende sur l'enfant invisible qui finance le forfait mobile de la famille, et j'ai posté sans trop réfléchir. Le temps de finir la vaisselle, il y avait déjà quelques milliers de vues. Au matin, c'était l'explosion. Des centaines de milliers, puis plus d'1 million. Les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les lire. Les gens faisaient des duos avec ma vidéo, utilisaient mon audio pour raconter leurs propres histoires d'oubli, de fêtes d'anniversaire ignorées. Des inconnus m'appelaient, la grande sœur d'Internet, la fille de l'aéroport, celle qui avait enfin osé le dire. Je ne criais plus dans le vide. Le vide me répondait en criant son accord.
J'ai commencé à recevoir des messages me demandant « Peux-tu expliquer comment tu as quitté le forfait familial? Comment as-tu pu te permettre de déménager? Comment fixes-tu des limites quand tes parents te culpabilisent ?» Au début, je me sentais totalement illégitime. Je n'étais qu'une étudiante en design avec un job à mi-temps et une famille brisée. Mais chaque fois que je répondais honnêtement, la réaction était la même, merci. Je pensais être folle. Alors, j'ai continué à poster. J'ai transformé ma note de preuve en contenu, changeant les noms et les détails, parlant de schémas de comportement plutôt que de personnes. Les vidéos courtes sont devenues des séries de récits. J'ai décomposé l'incident de l'aéroport, les appels, le SMS, l'Uber, la fête. J'ai flouté les visages sur de vieilles photos pour m'en servir de fond. Je n'ai pas dit Marilyn, Ethan ou Sophia, mais n'importe qui nous connaissant pouvait faire le lien. Apparemment, certains l'ont fait. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message privé, « C'est à propos de ta famille, n'est-ce pas ?» Honnêtement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient bien plus durs avec toi qu'avec Ethan. C'est comme ça que j'ai su que cette histoire n'était pas juste dans ma tête. Elle était visible de l'extérieur. Les gens avaient simplement décidé que ce n'était pas leurs oignons. Désormais, c'était l'affaire de tout le monde. Mon nombre d'abonnés grimpait doucement, puis par bonds immenses chaque fois qu'une vidéo touchait ceux qui avaient besoin de l'entendre. J'ai épinglé une vidéo intitulée « À l'enfant que sa famille a oublié de venir chercher », où je parlais de budget, de déménagement, et de comment trouver des colocataires qui ne vous traitent pas comme un paillasson. Cela ressemblait moins à une plainte qu'à la construction d'une feuille de route pour les enfants comme moi. Un soir, après un live où je répondais à des questions sur la séparation des comptes financiers, quelqu'un a écrit « Tu devrais lancer un podcast. » J'écouterai. L'idée s'est logée dans mon cerveau. Une semaine plus tard, assise sur mon canapé d'occasion à Boston, j'enregistrais le premier épisode avec un vieux micro USB, Bienvenue dans l'essai à l'aéroport, le podcast pour les enfants qui n'ont jamais été les personnages principaux de leur propre famille. J'ai parlé de cette nuit à JFK en détail, de la façon dont votre cœur se brise quand vous réalisez que les personnes censées être votre refuge vous considèrent comme une option facultative. J'ai pleuré une fois, ri 2 fois, et j'ai failli tout supprimer avant de mettre en ligne. Les gens ont écouté. Pas des millions, pas encore. Mais assez. Ils m'envoyaient des messages disant qu'ils écoutaient en allant en thérapie, en faisant leur carton pour déménager, ou en bloquant le numéro de leurs parents pour la première fois. À chaque épisode, je tissais davantage mon histoire avec des conseils pratiques, comment j'avais commencé le freelance, comment je négociais mes tarifs, comment j'avais séparé mes finances. Comment j'étais resté quand ça faisait mal, et comment j'étais enfin parti quand ça faisait trop mal. Ce n'était pas une vengeance du genre, crever leurs pneus. C'était une vengeance du genre, je vais m'assurer que vous ne puissiez jamais réécrire ce que vous m'avez fait. Chez moi, l'effet de ricochet a commencé. Au début, c'était subtil. Ma mère m'a appelé un soirée, au lieu de son ton habituel et distrait, sa voix était tendue. Alors, apparemment, des gens sur Internet pensent que nous sommes des parents terribles, a-t-elle dit. Un collègue d'Ethan lui a envoyé une vidéo et lui a demandé si c'était sur nous. Est-ce que tu étais obligé d'étaler nos affaires comme ça? J'avais mon ordinateur ouvert devant moi, ma boîte mail remplie de demandes de clients depuis que mon TikTok avait percé. J'ai fixé son nom sur l'écran et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant quand elle essayait de me faire culpabiliser, rien. Juste un calme plat et limpide. Je n'ai pas utilisé ton nom, ai-je répondu. Si les gens se reconnaissent, ce n'est pas ma faute. Elle a pesté, disant que les gens exagéraient, que chaque famille faisait des erreurs, que je leur faisais honte. Mais pour une fois, leur honte n'était pas mon problème. Cette même semaine, elle a écrit sur le groupe familial pour demander pourquoi le paiement automatique Netflix n'était pas passé, pourquoi la facture de téléphone était plus élevée, pourquoi le fournisseur Wi-Fi avait envoyé un avertissement. J'ai tapé 3 phrases, et je les ai fixées longtemps avant d'envoyer, je ne suis plus sur le forfait familial. J'ai payé plus que ma part pendant des années. Vous devrez créer vos propres comptes. Pas d'explication, pas d'excuses. Juste la même réalité brutale qu'il m'avait appris à accepter quand il choisissait mon frère à ma place. Maintenant, c'était leur tour. Peu de temps après, j'ai signé le bail d'un petit studio à Boston. Un endroit à moi. Pas de trophée d'enfance, pas de portrait de famille, pas le fantôme de celle que mes parents voulaient que je sois. Juste des murs blancs, un bureau usé, mon ordinateur et un micro. Quand j'ai posté le vlog de mon aménagement,
montrant des étagères vides et un matelas au sol. Les commentaires n'étaient pas pitoyables, ils étaient enthousiastes, nouvelle vie débloquée, lancement en douceur de ta liberté, voilà à quoi ressemble la rupture du cycle. Dans les messages privés, on m'appelait « Grande sœur Elena », me remerciant de dire des choses qu'ils n'auraient jamais eu le courage de formuler à voix haute. Ma famille m'avait toujours dit que mon art, mon design, mes mots n'étaient que des passe-temps. Internet me disait qu'ils étaient autre chose, une porte de sortie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon petit podcast et mes vidéos ne m'aidaient pas seulement à avancer. Ils étaient en train de démanteler l'image que ma mère avait passé des années à construire, celle de notre famille parfaite. Et plus je m'épanouissais, plus il devenait évident qu'ils ne perdaient pas seulement mon argent ou mes identifiants. Ils perdaient l'accès à la version de moi qui restait silencieuse. Le truc, quand on raconte son histoire en ligne, c'est qu'au début, on a l'impression de chuchoter dans une pièce bondée. Puis, un jour, on lève les yeux et on réalise que toute la pièce s'étute, et que tout le monde écoute. Quelques mois après mon installation, mes épisodes ont commencé à être recommandés par de plus grandes chaînes. Une créatrice spécialisée en santé mentale a mentionné mon émission, diffusant un clip où je décrivais les 12 appels manqués et le SMS de déception. Soudain, mes téléchargements ont triplé. Une après-midi, j'ai reçu un message de ma cousine, ma mère est dans un groupe Facebook avec la tienne, et apparemment, les gens parlent d'un podcast où une fille a été oubliée à l'aéroport. Ta mère est furieuse. Elle jure que ce sont des mensonges. J'ai ri tout haut, car je savais exactement à quoi ressemblerait sa version des faits. Je la voyais d'ici, tapant furieusement que j'étais dramatique, qu'ils ne pouvaient rien contre les embouteillages, que je les faisais passer pour des bourreaux pour gagner de la notoriété. Le problème, c'est que trop de gens dans sa vie en avaient vu assez au fil des ans pour savoir que tout cela sonnait un peu trop vrai. Ma cousine m'a raconté qu'une autre mère avait commenté sous un post vague de ma mère sur « Les enfants ingrats », en demandant « Ta fille n'a-t-elle pas eu une bourse complète en design ?» Ça semble être une raison d'être fière, pas d'avoir honte. C'était la première fissure dans son image parfaite que je pouvais observer en temps réel. Pendant qu'elle s'épuisait à gérer sa réputation sur Facebook, j'étais en appel Zoom avec des clients réels. Une propriétaire d'entreprise à Seattle m'a engagé pour refondre toute son image de marque après m'avoir entendu parler de l'enfant invisible. Elle m'a dit, quelqu'un qui peut transformer une telle douleur en quelque chose d'utile et quelqu'un avec qui je veux travailler. Mes tarifs ont augmenté. Mon emploi du temps s'est rempli. J'ai commencé à payer mes factures sans trembler. Dans le New Jersey, par contre, les choses ne tournaient pas rond. Le forfait mobile que j'avais quitté n'était plus payé, et quand la compagnie a coupé la ligne, ma mère a dû admettre en magasin qu'elle n'avait pas de quoi couvrir le solde immédiatement. Elle avait traité mon compte comme un puissant fond pendant si longtemps que la réalité des factures, sans mon soutien invisible, l'a frappé de plein fouet. Ethan, lui, a été touché différemment. Il adorait se vanter de son génie créatif, mais en réalité, c'est moi qui nettoyais tous ses dossiers, corrigeais ses mises en page et lui donnais des idées de campagne quand il était bloqué. Après le succès de mes vidéos, une de ses collègues a fait le rapprochement. J'ai reçu un email poli d'une femme de son département me demandant de clarifier une référence sur LinkedIn, elle avait reconnu des designs qui ressemblaient étrangement au « grand succès » d'Ethan. Je lui ai dit la vérité en une phrase, je n'avais jamais été engagé par eux, mais oui, j'avais fait du travail de design non rémunéré pour un membre de ma famille qui utilisait ces matériaux au travail. Je ne l'ai pas descendu. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste répondu. Plus tard, j'ai appris qu'Ethan avait arrêté de parler aussi fort de son génie. Apparemment, une de ses promotions s'est évaporée quand son patron a réalisé qu'il se reposait lourdement sur les compétences de quelqu'un d'autre. Quant à Sophia, elle a appris que mes services de conseillère d'orientation gratuite n'étaient plus disponibles. Elle m'a envoyé un SMS négligé pour de l'aide sur un dossier de bourse à rendre 2 jours plus tard. J'ai regardé le message. J'ai posé mon téléphone face contre terre, et je me suis remise au travail. Elle a raté la date limite. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, puis je me suis souvenu de chaque fois où je l'avais supplié de m'écouter ou de venir me chercher, pour ne recevoir qu'un roulement de sourcils. Elle allait s'en sortir, mais pour la première fois, elle devait le faire seule. Un jour, j'ai été invité à parler lors d'une conférence sur la santé mentale et les limites familiales. Sur scène, devant des centaines d'étudiants, j'ai raconté mon histoire. Quand j'ai fini, les gens ont fait la queue pour me remercier. Une fille m'a serré dans ses bras en murmurant qu'elle déménageait la semaine suivante, et qu'elle avait été terrifiée jusqu'à ce qu'elle entende mon podcast. Dans le train du retour,
j'ai réalisé une chose simple, ma famille avait passé des années à me dire que j'étais une déception. Aujourd'hui, ces mêmes mots servaient de bouée de sauvetage à des gens que je n'avais jamais rencontrés. 3 ans après cette nuit à JFK, je me suis réveillé avec un téléphone vibrant si fort qu'il a failli glisser de la table de nuit. C'était un dimanche. J'avais un script de podcast à moitié fini et un café froid sur mon bureau. J'ai regardé l'écran, maman, 37 messages. Au début, ce n'était que des lignes de notification. Puis, les mots ont commencé à s'imprimer, s'il te plaît décroche. On s'est trompé. Reviens. On doit parler. C'est allé trop loin. Tu es toujours notre fille. La même femme qui m'avait écrit, essaie de ne pas être une déception, inondait maintenant mon téléphone comme une adolescente paniquée. Il y avait des messages vocaux aussi, sa voix éraillée et tremblante, je sais qu'on t'a fait du mal. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. S'il te plaît Elena, parle-moi. L'ancienne moi aurait rappelé immédiatement, désespérée d'être enfin choisie. La nouvelle moi a posé le téléphone et a savouré le moment. Ce n'était pas exactement de la satisfaction, c'était plutôt le sentiment d'être enfin de l'autre côté d'une ligne que j'avais tracée au marqueur indélébile. Après quelques heures, elle a envoyé le message décisif, je suis à New York aujourd'hui. Si tu acceptes de me voir, je viens à toi. N'importe quel café, n'importe quand. Elle a joint une photo floue de la skyline de la ville. J'ai répondu une ligne, demain 11h. Bryant Park, le café au coin. Pas d'émoji cœur, pas de « je t'aime ». Juste de la logistique. La façon dont elle m'écrivait autrefois pour les factures. Le lendemain, j'ai pris le train. Le café était bondé. Quand ma mère est entrée, elle m'a semblé plus petite. Ses cheveux n'étaient pas coiffés comme d'habitude. Ses yeux scannaient la pièce avec un mélange d'espoir et de terreur. « Elena » a-t-elle dit, comme pour tester si mon nom fonctionnait encore. Je me suis levé, mais je n'ai pas couru vers elle pour l'embrasser. Elle, si. Elle m'a serré comme si elle pouvait compenser 3 ans de négligence en une pression. Je l'ai laissé faire, raide, puis je me suis rassise. J'ai écouté ton émission, a-t-elle commencé. Au début j'étais furieuse. Mais j'ai continué à écouter, et j'ai réalisé que je me souvenais de ces nuits-là aussi. Je m'en souvenais juste différemment. Où je le voulais. Elle a admis que l'histoire de l'aéroport n'était pas due au trafic, elle avait choisi de rester à la fête pour ne pas donner une mauvaise image d'Ethan. Elle a admis avoir utilisé mon épargne parce que c'était plus facile que de lui dire non. Elle a pleuré, cachant son visage dans une serviette. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, des aveux, des excuses, les mots, j'ai eu tort. Mais, comme toujours, le retour de bâton est arrivé. Tu nous as fait passer pour des monstres, Elena, a-t-elle dit, sa voix redevenant plus tranchante. Les collègues de ton père écoutent des podcasts. Le travail d'Ethan est devenu difficile. Les amis de Sophia lui demandent si elle vient de cette famille. J'ai perdu un client. Je sais que tu as souffert, mais étaler tout ça en ligne. C'était cruel. Et voilà. La vraie raison des 37 messages. Pas seulement le remords, la gestion de crise. Tu n'es pas fâché de m'avoir fait du mal, ai-je dit lentement. Tu es fâché que les gens me croient. Elle a tressailli, mais n'a pas nié. On peut arranger ça, a-t-elle insisté. On peut faire une déclaration ensemble. Dire qu'on travaille sur notre relation. On pourrait même faire une vidéo. Montrer qu'on est à nouveau une famille. Les gens arrêteront de nous attaquer s'ils voient que tu nous as pardonné. Le vieux scénario. Je l'ai fait bien paraître, et il s'épargne le travail difficile. Je suis contente que tu fasses une thérapie, ai-je dit. Je suis contente que tu réalises que tout ça n'était pas correct. Mais je ne vais pas t'aider à reconstruire ton image. Ce n'est plus mon travail. Ses yeux se sont remplis de larmes. Nous sommes ta famille, a-t-elle chuchoté. On n'arrête pas d'être une famille comme ça. Vous avez arrêté, ai-je répondu calmement. À JFK. À ma remise de diplôme. Chaque fois que tu as pris chez moi en appelant ça une décision familiale, tu as cessé d'agir comme ma famille. Je ne fais qu'adopter la même énergie que vous. Elle a essayé une autre approche, plus douce, on essaie, Elena. On paie nos propres factures maintenant. On parle de toi. Tu nous manques. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut repartir à zéro.
Je l'ai laissé parler. J'ai imaginé mes affaires dans cette chambre, mes designs sur leur mur, mes identifiants Netflix sur leur télé. Puis, j'ai imaginé marcher seul à nouveau à Jouefka. Et j'ai su ma réponse. Je ne reviens pas, ai-je dit. Je construis une vie qui ne m'oblige pas à m'effacer sans cesse pour que vous puissiez vous sentir comme de bons parents. Elle semblait assommée. Le silence s'est installé. Finalement, j'ai ajouté, je ne vous hais pas. Je ne veux pas que vous souffriez éternellement. Mais je ne suis plus celle qui répare vos pots cassés. Je ne suis plus votre designer secrète, votre thérapeute non payé, votre carte de crédit d'urgence. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par faire le travail de votre côté, sans me demander de nettoyer le désordre publiquement. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Alors quoi? On ne se reparle plus jamais? J'ai pensé à mon appartement, à mes clients, à mes auditeurs. On peut se parler, ai-je dit. Peut-être. Mais selon mes conditions, va comme fils à Shadanting CAM. J'ai déjà une famille qui est là pour moi. On ne partage juste pas le même ADN. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai glissé quelques billets sous ma tasse vide. Cette fois, c'était moi qui partais. En sortant sur le trottoir, mon téléphone a vibré, une notification de mon application de podcast, un nouvel avis de quelqu'un disant que mon histoire l'avait aidé à couper les ponts avec un parent abusif. J'ai regardé le ciel de New York et j'ai réalisé une chose que j'aurais aimé qu'on me dise à 18 ans, s'éloigner ne ressemble pas toujours à une victoire éclatante. Parfois, c'est juste silencieux. Mais le silence est toujours préférable au fait de mendier des miettes d'amour auprès de gens qui ne remarquent votre absence que lorsque le monde commence à leur tendre un miroir. Aujourd'hui, mes journées sont ennuyeuses de la meilleure des manières. Café fumant, calendrier rempli de projets de design, épisodes de podcast notés dans un carnet. Je n'ai plus personne pour vider mon compte en me traitant de déception. Ma mère m'envoie parfois de courts emails. Elle me parle de sa thérapie, de ses efforts pour moins contrôler. Je réponds quand j'en ai l'énergie. Je reste polie mais distante, comme avec une connaissance qu'on a bien connue autrefois. Je ne lui dois plus ma rage. Mais je ne lui dois pas non plus mon retour. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur la vengeance, la version la plus satisfaisante n'est pas de détruire la vie de l'autre. C'est de refuser de s'immoler par le feu simplement pour les garder au chaud. C'est les regarder apprendre à vivre sans la version de vous qu'ils maltraitaient, pendant que vous devenez pleinement la version de vous en laquelle ils n'ont jamais cru. Si vous m'écoutez et que vous vous sentez comme un figurant dans votre propre famille, l'enfant oublié, la personne qu'on appelle uniquement en cas d'urgence mais à qui on ne répond jamais, écoutez-moi. Vous avez le droit de reculer. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de construire une vie qui ne tourne pas autour de la réparation de gens qui refusent de s'excuser. La famille n'est pas un laissez-passer pour vous piétiner. L'amour n'est pas censé ressembler à une attente infinie dans un aéroport où personne ne vient vous chercher. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre déclic, le moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux que d'être le plan B. Parce que quelque part, quelqu'un qui pense être fou d'être enfin parti a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul.